Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur les résultats tels qu'exprimés dans les études. Nous allons essentiellement parler des rapports de risque, des différences des risques, des NNT, NNH et Normal Needed to Vaccinate. Alors, nous allons parler uniquement d'issue binomiale, c'est-à-dire que l'on ne parlera pas d'issue continue, telles que la mesure de la tension artérielle, le cholestérol, la densité osseuse, etc. L'analyse statistique des issues continues fera l'objet d'un autre chapitre. Je vous rappelle que parmi les issues, il faut distinguer les issues intermédiaires, c'est-à-dire c'est quelque chose que le médecin mesure mais que le patient ne ressent pas, tel que le taux de cholestérol, la densité osseuse, la tension artérielle et plus récemment le taux de IgG post-vaccination. Euh, Ces issues intermédiaires sont intéressantes parce que quand elles fonctionnent correctement, elles peuvent être des bons prédicteurs d'effets sur les issues cliniques. Les issues cliniques, elles, sont des choses que le patient ressent et qu'il voudrait en général éviter, telles que les AVC, les infarctus, les fractures, les infections, les hospitalisations, etc. C'est clair qu'une étude portant sur des issues cliniques a beaucoup plus de valeur qu'une étude portant sur des issues intermédiaires, parce qu'il y a dans le passé plusieurs circonstances dans lesquelles les issues intermédiaires ont mal fonctionné. Je porte également à votre attention le fait que je ne parlerai pas aujourd'hui des courbes de Kaplan-Meier, qui, vu leur grande importance, feront l'objet d'un chapitre à part. Alors, une étude d'issue binomiale, les résultats peuvent être exprimés avec un carré de 2 par 2, c'est-à-dire que tous les patients qui ont embarqué dans l'étude doivent se retrouver dans un et un seul de ces carrés. Alors, dans l'horizontale, nous avons les expositions, c'est-à-dire les patients exposés et les patients qui n'ont pas été exposés. Et dans la verticale, nous avons les issues, soit les patients qui ont développé l'issue et ceux qui n'ont pas développé l'issue. Alors, les deux premiers risques qu'on va regarder, c'est le risque absolu chez les exposés, c'est-à-dire A, ceux qui ont développé l'événement, sur A plus B, tous ceux qui ont été exposés. Et le risque absolu chez les non exposés, c'est C, C divisé par C plus D. Donc, on va ainsi avoir nos deux risques absolus. Alors, le risque ratio représente le risque chez les exposés divisé par le risque chez les non exposés, c'est-à-dire que c'est le rapport de deux rapports. Il est important ici de bien comprendre la définition du risque absolu chez les exposés et risque absolu chez les non exposés, parce que sans ça, évidemment, on est complètement perdu. Le risque ratio est de beaucoup le plus populaire. L'immense majorité des études sont exprimées en risque ratio, ne serait-ce que dans le résultat. Il a peut-être l'avantage d'être intuitif, c'est-à-dire qu'un risque ratio de 2 veut dire que l'exposition double le risque de l'événement, tandis qu'un ratio de 0,5 dit que l'exposition protège contre l'événement. Personnellement, je ne vous cacherai pas que je déteste le risque ratio malgré sa popularité. Pourquoi? Ben d'abord, il peut être trompeur, surtout, comme on verra tout à l'heure, si les événements sont rares. Deux, il peut être exprimé de plusieurs façons, et les auteurs peuvent essayer de manipuler le lecteur en augmentant ou diminuant l'impact émotionnel de leur message, ce qui malheureusement est fait très fréquemment. Prenons comme exemple une étude qui produit un risque ratio de 2,4, c'est-à-dire que les effets secondaires du médicament versus placebo donnent un risque ratio de 2,4. Ce 2,4 peut être exprimé verbalement de multiples façons qui vont en changer son impact et sa perception. 1. M est associé à 2,4 fois le risque d'effets secondaires. 2. M est associé à plus du double du risque de l'effet secondaire. 3.
Le risque de l'effet secondaire avec M est 240% de celui du placebo. Et dernièrement, M est associé à une augmentation du risque de 140%. C'est évident que chacune de ces expressions verbales aura un impact considérablement différent sur le lecteur qui n'est pas capable de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui bientôt ne sera pas votre cas. Alors, je vais vous donner un exemple d'un cas où la mauvaise interprétation des risques ratios a eu un effet absolument désastreux. Alors, une étude a été publiée comme quoi le risque relatif pour le cancer du sein des dames qui prennent des contraceptifs oraux versus qui prennent un placebo est de 1,25%. Un nombre considérable de médecins et donc de patientes ont conclu que les femmes qui prennent des contraceptifs oraux ont 25% de chances de développer un cancer du sein. Alors, c'est évident que ce n'est pas du tout ce que l'étude voulait dire, mais c'est évident qu'il y a de quoi faire très peur. Le résultat de ça, c'est que ça a été documenté en Angleterre, que beaucoup de jeunes femmes ont arrêté de prendre leurs contraceptifs parce qu'elles pensaient que le risque de cancer du sein était prohibitif, et il s'en est suivi durant l'année suivante un doublement des avortements produits en Angleterre et au Pays de Galles. Une alternative au risque ratio que je préfère de beaucoup, c'est la différence des risques, qui est parfois appelée à tort risque absolu. En fait, il s'agit de faire la différence du risque absolu, du taux d'événement chez les exposés et du taux d'événement chez les non exposés. Alors, pourquoi est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup plus réaliste que le risque ratio. Surtout et particulièrement si le risque de base est petit, comme on verra tout à l'heure. 2, il permet de calculer les NNT qui sont extrêmement utiles. Et 3, il est beaucoup moins sujet à des manipulations trompeuses menant à une mauvaise perception de l'importance de l'étude. Je vous donne ici un de mes exemples favoris. Alors, on sait que le risque d'un accident d'avion est 1 sur 11 millions de vols. On sait aussi que le risque de mourir pour les passagers de première classe, le risque ratio de mourir première classe versus classe touriste est de 2. Alors, vous allez faire un voyage en Europe, vous vous rendez au bout de la ligne et la madame derrière le trottoir vous offre un surclassement sans avoir à payer de prime. Alors, la question c'est est-ce que vous l'acceptez? Et à ce moment-là, vous vous souvenez que le risque de ratio de mourir double si on est en première classe. Donc, vous concluez que vous avez 2 fois plus de chances de mourir et vous refusez le surclassement. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous avez commis une grave erreur et que vous avez manqué à tort la possibilité de boire du champagne, du caviar avec de la vodka et d'étirer les pattes. La raison pour laquelle vous avez à tort refusé le surclassement, c'est que vous avez déterminé que la probabilité de mourir était 2 fois plus grande. Parce que vous avez regardé le rapport de risque, le risque ratio. Par contre, beaucoup plus indicatif de la réalité, c'est la différence des risques. La différence de risque veut dire que vous êtes passé à 2 sur 11 millions à partir de 1 sur 1 million. Donc, en fait, votre risque a vraiment augmenté de 1 sur 11 millions, ce qui est tout petit, et il vaut certainement, en échange de cette toute petite augmentation de risque, d'accepter le surclassement. Alors, vous voyez comment, en regardant le risque ratio, vous serez arrivé à une conclusion erronée. Mon deuxième exemple concerne la loterie, c'est-à-dire l'Auto-Québec. Et apparemment, la probabilité de gagner le gros lot est de 1 sur 7 millions. Je pense que c'est assez cave d'acheter un billet de loterie, mais disons que l'individu décide d'acheter 2 billets pour doubler sa chance. Eh bien, cet individu est un double cave.
Encore une fois, l'erreur qu'il a commis, c'est qu'il a pensé qu'il doublait ses chances de gagner, alors qu'en réalité, un estimé beaucoup plus réaliste est le fait qu'il est passé de 1 sur 7 millions à 2 sur 7 millions. Donc en fait, il a seulement augmenté sa probabilité de 1 sur 7 millions et il fallait regarder la différence des risques plutôt que le rapport des risques. Prenons par exemple une étude dont le résultat est un risque ratio de 0,5. On peut dire que l'intervention diminue le risque de 50%. Cependant, ce 50% est totalement différent si l'on prend en considération le risque de base, c'est-à-dire le risque d'événement chez les non-exposés. Parce que si le risque de l'événement chez les non-exposés est de 1%, c'est descendu de 1% à 0,5%. Si le risque des non-exposés est 10, qui s'est descendu à 5, c'est également 50%. S'il est de 80 et c'est descendu à 40, c'est également 50%. Donc le risque ratio de 0,5 peut indiquer n'importe laquelle de ces situations qui, vous l'avouerez, sont totalement différentes, surtout quand on change le risque de base. Maintenant, prenons la même étude qui avait donné un risque ratio de 0,5, donc une diminution de risque de 50%, mais exprimons-le plutôt en regardant la différence de risque en rouge. Donc, quand on est descendu de 1% à 0,5%, la différence des risques est 0,5%, donc tout petite. Par contre, si on descend de 10% à 5%, la différence des risques est 5%, on commence à parler de choses plus substantielles. Par ailleurs, si on descend de 80% à 40%, alors dans ce cas-là, la différence de risque est considérable, elle est de 40%. Alors vous pouvez voir en comparant les chiffres en noir et les chiffres en rouge que la différence de risque a l'énorme avantage de prendre en considération le risque de base et est donc une bien meilleure mesure de l'efficacité d'une intervention. Ceci est donc un bon moment pour amener le fameux NNT, Number Needed to Treat, dans la conversation. Le Number Needed to Treat exprime combien de patients doivent être traités pour en sauver un, c'est-à-dire pour obtenir un bon résultat. La formule est très simple, c'est 100 divisé par la différence de risque. Donc vous voyez déjà qu'une des forces du Number Needed to Treat, c'est qu'il utilise la différence des risques plutôt que le rapport des risques. Alors, si nous retournons à notre fameuse étude qui donnait un risque ratio de 0,5 et qu'on calcule les NNT, vous pouvez voir que dans le premier cas, le NNT est de 200. C'est-à-dire que l'intervention n'est pas terriblement efficace et qu'il faut traiter beaucoup de gens pour en sauver un. Par contre, dans la deuxième ligne, de 10 à 5, ben là, on a un NNT beaucoup plus raisonnable. Il faut traiter 20 personnes pour en sauver une. C'est probable que cette intervention soit rentable. Et évidemment, dans l'exemple très extrême de 80 à 40, ben là, le NNT est de 2,5. Ce serait une intervention extrêmement rentable. Mais si on regarde le tout globalement, je pense que ça confirme le fait que le risque ratio n'est pas une bonne mesure de l'efficacité d'une intervention et que par contre la différence de risque et le NNT sont des bien meilleures mesures parce qu'elles prennent en considération le risque de base. Alors le NNH ou Number Needed to Harm, c'est très similaire au NNT, mais il s'agit ici des effets secondaires. La formule pour le calculer est la même. Et ça devient assez intéressant parce que la différence entre le NNT et le NNH permet d'estimer la marge de sécurité de l'intervention, c'est-à-dire que plus cette différence est grande, plus évidemment l'intervention est sécuritaire. Un point important à comprendre sur le NNT, c'est qu'il est moins une mesure d'efficacité qu'une mesure d'efficience. L'efficience est une valeur économique qui dit combien de ressources il faut dépenser pour obtenir une bonne issue sur une personne.
Quand vous regardez les NNT, surtout n'oubliez pas le facteur temps. Parce que très souvent, ça va être par exemple, il faut traiter 50 personnes pendant 5 ans. Alors, c'est pas pareil de dire il faut traiter 50 personnes, point, qu'il faut traiter 50 personnes pendant X nombre d'années. Donc, dans les études de cohorte, où évidemment les patients sont suivis souvent pour plusieurs années, il faut toujours exprimer le NNT en fonction du nombre d'années durant lesquelles le patient doit être traité. Peut-être un exemple de ce que j'entends par efficience, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, les ressources qu'il faut dépenser pour obtenir une issue. Ben, pour une voiture, son efficience est par exemple qu'il faut dépenser 12 litres pour obtenir 100 km. En fait, on peut même considérer le NNT comme une mini-étude économique de rentabilité. Finalement, une variable très importante pour l'époque où nous vivons, c'est le NNV ou Number Needed to Vaccinate. Eh bien, c'est très simple, c'est l'inverse de l'incidence. Alors, si l'incidence de la maladie est de 1 sur 1000, ben, il faut vacciner 1000 individus pour éviter un cas. Par exemple, le pneumocoque invasif a un NNV de 5200. Si on revient au Covid, dans le Canada, son incidence est de 1 sur 200. Donc, il faut vacciner 200 personnes pour éviter un cas. C'est important de réaliser que le NNV est un chiffre très, très, très approximatif parce qu'il est basé sur l'incidence et l'incidence est rarement bien mesurée parce qu'elle dépend en grande partie du nombre de tests qui sont faits. Et par ailleurs, donc, ça va varier suivant le nombre de tests qui sont faits et ça varie avec le temps, avec l'efficacité du vaccin. Si des variantes résistantes au vaccin commencent à apparaître, eh bien le NNV devient beaucoup, beaucoup plus grand. Toutes les mesures dont nous venons de parler s'accompagnent habituellement d'un intervalle de confiance à 95%. L'intervalle de confiance est très utile, peut-être même plus que l'estimé ponctuel, parce qu'il permet d'évaluer la précision de l'estimé. Plus l'intervalle de confiance est petit ou étroit, plus l'estimé est précis. Ce que l'intervalle de confiance veut dire, c'est que si on répète l'expérience 100 fois, dans 95% de cas, le résultat se trouvera à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Alors, quand les bornes de l'intervalle de confiance ne chevauchent pas 1, que ce soit à droite ou à gauche, ça correspond à un P plus petit que 0,5. C'est rarement fait, mais ça devrait probablement être fait. Le NNT pourrait s'accompagner de son intervalle de confiance en utilisant l'intervalle de confiance de la différence des risques. Finalement, quelques mots concernant les hazard ratios et les odds ratios. Le hazard ratio exprime le résultat des courbes de Kaplan-Meier qui, comme je l'ai dit tantôt, feront l'objet d'un chapitre à part vu leur grande importance. Les odds ratios expriment les résultats d'une régression logistique, ce qui est du domaine des études observationnelles et donc ne correspond pas dans ce cours qui traite surtout des études randomisées contrôlées. Pour le moment, quand vous tombez dessus, considérez qu'on les interprète de la même façon que les risk ratios. C'est-à-dire que considérez que vous regardez un risk ratio puis faites l'intervention qui convient en se souvenant que c'est très dépendant évidemment du risque de base. Ceci est particulièrement utile, mais il ne s'applique que si le hazard ratio ou odds ratio est en bas de 2. Et comme je le disais tantôt, s'il est en bas de 2, vous pouvez le traiter comme si c'était un risk ratio et ça va considérablement vous simplifier la vie. Alors, c'est tout pour ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de communiquer avec moi si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions. Bonne journée.